Bonjour, chers amis, auditeurs, auditrices, c'est Hervé Choseville. Je suis toujours très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. La conférence de Cali de 2024 sur la biodiversité, qu'on appelle aussi COP16, est une conférence internationale organisée par les Nations Unies. Elle se déroule du 21 octobre au 1er novembre dans la ville de Cali, en Colombie. C'est la 16e conférence de ce type, d'où son acronyme COP16. Et elle réunit les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique, un traité international adopté lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Cet événement intervient 2 ans après la signature par 196 pays du cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal en 2022, lequel cadre prévoyait de protéger à l'horizon 2030 au moins 30% des terres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines, et de restaurer 30% des écosystèmes dégradés. Les principaux objectifs de la conférence de Cali sont d'examiner les engagements des différents pays, de préciser les financements, ainsi que les mécanismes de partage des avantages issus de la biodiversité. La présidence de cette conférence est assurée par la ministre de l'Environnement colombienne, Madame Susana Muhammad. En juin 2022, elle avait été chargée par le président élu Gustavo Petro de mener la transition au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Depuis sa nomination, elle a promu l'interdiction de la fracturation hydraulique comme méthode d'extraction des hydrocarbures, car cela est néfaste pour l'eau et l'équilibre des écosystèmes. Depuis des mois, elle participe à diverses conférences internationales à Dubaï, à Londres ou à New York pour promouvoir l'action de la Colombie en matière de transition énergétique, de lutte contre la déforestation et d'investissements innovants. La Colombie est d'ailleurs devenue le premier grand pays producteur d'hydrocarbures à signer l'appel pour un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. 12 000 participants participent à cette conférence, dont 140 ministres et 7 chefs d'État, parmi lesquels le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Les organisateurs de l'événement ont annoncé en outre une participation record d'acteurs économiques, banques, entreprises et d'acteurs associatifs. De multiples actions sont programmées pour obtenir, analyser et critiquer les stratégies mises en œuvre. En outre, 11 000 policiers et soldats colombiens, soutenus par du personnel de sécurité de l'ONU et des États-Unis, participent à la sécurisation de cet événement. En effet, la plus importante faction dissidente de la défunte guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, qui rejette l'accord de paix historique signé en 2016, fait planer une menace sécuritaire sur ce vaste forum diplomatique et économique. Cette faction dissidente, qui se fait appeler État-major central, est en guerre ouverte avec le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro, et elle a averti les délégués de la communauté nationale et internationale de s'abstenir de participer à la COP16.
promettant qu'elle serait un fiasco. Les autorités colombiennes, le président Petro en tête, ont pour leur part assuré que la sécurité du forum était garantie. Le constat de l'urgence à agir est partagé par tous les participants. Selon les scientifiques, 75% des écosystèmes ont été significativement dégradés par l'action humaine. 85% des zones humides ont disparu et les espèces s'éteignent à un rythme accéléré. 1 million d'entre elles sont menacées, dont un grand nombre dans les décennies à venir. Selon le WWF, qui a publié le 9 octobre 1984 le rapport Planète vivante 2024, les populations mondiales de vertébrés sauvages ont décliné de 73% en moyenne depuis 1970. Or, les implications économiques et sociales de cette crise sont graves. À titre d'exemple, la moitié du PIB de la France dépend de la bonne santé de ces écosystèmes. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming, signé à Montréal, a adopté lors de la 15e COP sur la biodiversité en décembre 2022 4 objectifs mondiaux et 23 cibles mondiales à l'horizon 2050. Il s'agit principalement d'accroître la superficie des écosystèmes naturels, de mettre fin à l'extinction des espèces menacées connues et de garantir le financement des pays en développement pour protéger la nature. Pour cette COP de Cali, 3 objectifs ont été définis. Premièrement, la mise en place concrète et détaillée du cadre décennal adopté à Montréal avec l'examen des plans nationaux. Deuxièmement, la question des financements. Et enfin, le mécanisme de partage des avantages issus de la biodiversité. Au 16 octobre, seuls 29 pays sur 196 avaient respecté l'engagement de soumettre, avant l'ouverture de la COP16, une stratégie nationale pour la biodiversité censée refléter leur part des efforts mondiaux. Et 91 ont soumis des cibles nationales, c'est-à-dire des engagements sur tout ou partie des objectifs, selon la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Le 31 juillet 2024, le gouvernement démissionnaire français avait déposé ses objectifs nationaux, se déclinant en 40 mesures. Je ne citerai que la première mesure, qui s'intitule, je cite, « Renforcer la stratégie air protégé pour atteindre les 10% de surface en protection forte et bien gérer les 30% d'air protégé ». Fin de citation. Annoncé par le président de la République le 11 janvier 2021, à l'occasion du One Planet Summit, la stratégie nationale pour les aires protégées constitue la feuille de route de la France en matière d'air protégé à l'horizon 2030. Les principaux défis de cette stratégie consistent à atteindre l'objectif de 10% en protection forte du territoire national et 5% en Méditerranée. L'objectif de 30% en aire protégée est atteint depuis février 2022 avec l'extension de la réserve naturelle des terres australes françaises, 31,2% du territoire terrestre national et 33,6% des espaces maritimes sont couverts désormais par des aires protégées. Il s'agit aussi d'assurer une bonne qualité de la gestion de l'ensemble du réseau, aires protégées et zones de protection forte. On ne peut que se réjouir, bien sûr, de toutes ces bonnes intentions qui, en ce qui concerne la France, ont commencé à se concrétiser. Mais les défis sont immenses. Quelles sont les mesures qui permettront d'arrêter la pollution des cours d'eau, en particulier la pollution due aux déchets plastiques,
et par voie de conséquence la pollution des mers et des océans de la planète et l'empoisonnement de tous ceux qui y vivent, animaux comme humains. Se souvient-on de ce nouveau continent formé de déchets plastiques qui dérivent dans l'océan Pacifique? Qui agira et comment pour le résorber? Dans une émission précédente, j'avais évoqué la pollution des cours d'eau en Guyane française, pollution causée principalement par les orpailleurs illégaux qui déversent du mercure utilisé pour leurs activités. La France seule ne peut pas arrêter de telles pratiques, car elles sont principalement le fait de Brésiliens et de Surinamiens qui se jouent des frontières et qui, surarmés, font preuve d'une violence extrême. Seule une action concertée entre la France, le Brésil et le Suriname permettrait de lutter efficacement contre ce fléau. Moi qui ai vécu 24 années en Afrique et un certain nombre d'années en Asie du Sud-Est, j'ai été le témoin privilégié dans les différents pays où j'ai travaillé de la déforestation rapide, qu'elle soit le fait des gouvernements, des grandes compagnies ou bien encore des petits paysans qui cherchent à agrandir leur lopin de terre afin de produire davantage de nourriture. C'est formidable que la surface couverte par la forêt soit en augmentation en France. Mais si la forêt disparaît en Côte d'Ivoire, au Brésil ou en Indonésie, cela ne sert à rien. J'ai toujours une pensée émue pour certains animaux aperçus lors de mes différentes expéditions. Je sais qu'ils sont en danger permanent et qu'ils sont en voie de disparition. Je pense particulièrement aux rhinocéros, dont j'ai eu le bonheur de m'approcher, au Swaziland, rebaptisé depuis Eswatini, ou en Afrique du Sud. Je pense aussi aux okapis, ces doux et craintifs quadrupèdes que j'ai découverts dans la réserve des Poulous, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des braconniers continuent à tuer les rhinocéros en Zambie. Les soi-disant rebelles, soutenus par le Rwanda, ont fait totalement disparaître ceux qui broutaient encore dans le vaste parc national de la Garamba, au nord-est de la République démocratique du Congo. Et ces mêmes rebelles ou leurs successeurs continuent à traquer ces malheureux okapis. On tue les rhinocéros du fait de croyances absurdes ou, encore pire, pour des questions de prestige. Les Chinois persistent à utiliser la poudre de cornes de rhinocéros pour concocter je ne sais quel remède aux vertus prétendument aphrodisiaques, tandis que les hommes du sud de l'Arabie ne sauraient paraître sans porter à la ceinture un superbe poignard dont le manche est fait d'une corne de rhinocéros. On le voit, la COP16 de Cali a du pain sur la planche. La tâche consistant à faire évoluer les mentalités, que ce soit celle des grands dirigeants d'État ou d'entreprise, ou celle de petits paysans ou d'adeptes de croyances d'un autre âge. Je ne manquerai pas, chers auditeurs, de vous tenir informés des bonnes résolutions qui seront annoncées à l'issue de cette COP 16. Mais je ne saurais conclure cette émission sans évoquer une autre COP qui doit se tenir dans 3 semaines et qui concerne les changements climatiques. La COP 29 est une conférence internationale, elle aussi organisée par l'ONU. Elle doit se dérouler du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, dont l'économie, comme chacun sait, dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz, tout comme les Émirats arabes unis, où s'est tenue la COP 28 l'année précédente. Ce seul fait aurait dû être suffisant pour que la candidature de l'Azerbaïdjan ne soit pas retenue pour organiser une telle conférence. Mais hélas, il n'y a pas que cela. L'Azerbaïdjan est le dernier pays où une telle conférence devrait se tenir.
L'Azerbaïdjan du président Aliyev, au lieu d'être choisi pour accueillir de tels événements, devrait bien au contraire être mis au banc des nations et des sanctions internationales devraient être imposées à ce pays. L'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev a pu se réarmer, se surarmer grâce à ses immenses revenus pétroliers et gaziers. Cela dans le seul but de mener une guerre contre le Haut-Karabakh et l'Arménie en septembre 2020, afin de récupérer un territoire peuplé depuis des millénaires par une population arménienne, mais que l'arbitraire stalinien avait placé à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan du temps de l'URSS. Profitant de la dislocation de l'Union soviétique, le peuple arménien du Haut-Karabakh était parvenu à s'émanciper et, grâce à un référendum d'autodétermination, il avait proclamé son indépendance. La guerre des 44 jours en 2020 a permis à l'Azerbaïdjan de s'emparer d'une bonne partie de ce territoire historiquement arménien. Une force de maintien de la paix russe s'était interposée, et ce qui restait de l'Artsakh, le nom arménien du Haut-Karabakh, avait pu être préservé. C'est alors, en décembre de cette année-là, que j'avais réussi à me rendre sur place afin d'apporter des médicaments collectés en Corse à l'hôpital de Stepanakert, la capitale de ce territoire. Je garde un souvenir inoubliable de ce séjour, tant j'avais été impressionné par le courage et la résilience de ce petit peuple montagnard, bien décidé à vivre et à mourir sur la terre de ses aïeux. Malheureusement, une reconquête partielle ne pouvait pas satisfaire le dictateur azerbaïdjanais. Il lui fallait s'emparer de la totalité de ce territoire, ce qu'il finit par faire en septembre 2023, après un long siège qui isola et affama la population. L'attention du monde était alors tournée vers l'Ukraine. Aliyev a donc choisi le bon moment. Comme Mussolini avant lui, il voulait la cage, mais pas les oiseaux. C'est ainsi que la totalité de la population du territoire a dû tout abandonner en quelques heures et se jeter sur l'unique route lui permettant de gagner l'Arménie. Ces gens ont tout perdu. Ils ont dû choisir entre la valise et le cercueil. 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh vivent depuis dans des conditions précaires en Arménie. Depuis, le régime Aliyev tente par tous les moyens de désarméniser le territoire en détruisant les églises et les cimetières, en changeant les noms de lieux, afin d'effacer toute trace du caractère arménien du Haut-Karabakh. Depuis, les dirigeants de l'Artsakh sont emprisonnés à Bakou dans des conditions dégradantes, soumis à d'incessantes pressions physiques et psychologiques. Le régime d'Aliyev au Haut-Karabakh s'est rendu coupable d'innombrables crimes de guerre que l'on pourrait certainement qualifier de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Comme si cela ne suffisait pas, depuis 2020, l'armée azerbaïdjanaise agresse quotidiennement le territoire souverain de la République d'Arménie, dont il occupe des portions le long de la frontière, contraignant des milliers de villageois arméniens à fuir. C'est ainsi que petit à petit, le régime d'Aliyev grignote le territoire arménien, tentant d'imposer par la force des modifications de la frontière. Le but de ces manœuvres est de contraindre l'Arménie d'accepter l'établissement d'un corridor qui serait contrôlé par l'Azerbaïdjan pour relier l'exclave du Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan proprement dit. Un tel corridor permettrait d'établir une continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et les autres républiques turcophones d'Asie centrale. Il s'agirait là
de la réalisation du grand rêve pan-turc d'Erdogan, le néo-sultan d'Ankara, parrain et protecteur d'Ilham Aliyev. C'est donc la survie même de ce qui reste de l'Arménie qui est en jeu. Il ne faut jamais oublier que l'essentiel du territoire historique de l'Arménie fait aujourd'hui partie de la Turquie, où le génocide de 1915 a permis de réaliser un véritable nettoyage ethnique et d'effacer le passé arménien d'une grande portion de l'actuelle Turquie. Exactement ce qu'Aliyev a entrepris au Nakhitchevan dans les années 90 et au Karabakh ces dernières années. Comme si tout cela ne suffisait pas, le régime d'Aliyev est également impitoyable envers son propre peuple, à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'extérieur. En effet, il n'hésite pas à pourchasser les dissidents réfugiés en dehors du pays. J'aimerais en particulier citer le cas de Mahamad Mirzali, blogueur, vidéaste web et surtout dissident politique azerbaïdjanais, aujourd'hui âgé de 30 ans. Réfugié en France depuis 2016, il a été victime d'au moins 3 tentatives d'assassinat en octobre 2020, mars 2021 et juin 2022. Il est en outre soumis à un incessant harcèlement sur Internet et par téléphone. Je pourrais aussi citer le cas du blogueur Toural Sadikli, lui aussi réfugié, et lui aussi victime d'agressions et de harcèlement. Et surtout, comment ne pas évoquer le cas du blogueur Vidali Isgandarli, 62 ans, opposant au régime au pouvoir en Azerbaïdjan, qui avait reçu l'asile politique en France et qui est mort le 1er octobre dernier, 2 jours après avoir été poignardé à son domicile de Mulhouse. Selon son avocat, il avait été agressé dans son appartement dimanche 29 septembre par 3 individus masqués alors qu'il dormait. Vous remarquerez, chers auditeurs, que nos grands médias ont très peu parlé de ce drame. Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, c'est ce même régime Aliyev qui s'est lancé depuis 1 an dans des actions de déstabilisation de l'État français sur le territoire même de la France, en répandant de fausses informations de manière diffamatoire à l'égard des autorités françaises, en invitant à Bakou tout ce que la France compte de mouvements indépendantistes, de la Nouvelle-Calédonie à la Martinique et à la Polynésie, en passant, bien sûr, par la Corse. Partout, la propagande azerbaïdjanaise est à l'œuvre, tentant d'attiser le feu de conflits bien réels et de manipuler tant les responsables d'authentiques mouvements nationalistes que l'opinion publique française et internationale. Hélas, 1000 fois hélas. En Corse, certains ont accepté de se laisser manipuler, sans doute trop heureux de se voir offrir des tribunes à Bakou, à Istanbul ou à New York par les officines azerbaïdjanaises. Dans de telles conditions, la présence d'une ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris est-elle encore tolérable? Il y a quelques décennies, de tels agissements auraient certainement conduit à une rupture de relations diplomatiques à l'initiative de la France. Ce n'est plus le cas de nos jours. Les dirigeants français semblent se satisfaire de la situation. Il est vrai qu'avec l'Algérie, le Mali, le Niger ou la Turquie, pour ne citer que quelques pays, ces dirigeants français semblent avoir pris l'habitude d'avaler des couleuvres qui ressemblent de plus en plus à des anacondas. Enfin et pour terminer, c'est ce pays, l'Azerbaïdjan, qui a été qualifié par Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, de partenaire fiable, avec lequel l'Union européenne a conclu de très importants contrats gaziers, en particulier depuis l'imposition de sanctions économiques contre la Russie. Or, ce dernier pays, la Russie,
contourne allègrement ces sanctions en écoulant son gaz et son pétrole par des pays tiers, dont l'Azerbaïdjan. De telles sanctions auraient dû également être imposées à l'Azerbaïdjan, coupable des mêmes crimes que ceux dont on accuse la Russie. Et c'est dans ce pays, chers auditeurs, que se tiendra la COP29, du 11 au 22 novembre prochain. Il serait intéressant de savoir si la France y enverra une délégation ministérielle. Après tout, la France n'en est plus à une couleuvre près. Je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Panorama Info.